Ah oui, Il y a une difficulté à parler des films de Nourit, parce que ça fait plusieurs fois que je le vois, et donc j'avais écrit des choses, et au fur et à mesure que je le vois, il y a des choses qui s'effacent, qui se reposent différemment. Enfin bon. Je vais changer la prochaine. Voilà, c'est ça. Alors, moi j'avais 9-10 ans, et puis j'aimais chanter quand j'étais donc enfant, à tue-tête, un psaume, qui disait en substance « Allons vers le Seigneur avec des chants d'allégresse ». Enfin, j'appartenais à une petite communauté chrétienne très liée, qui se retrouvait chaque dimanche pour célébrer et chanter en chœur, je ne sais pas trop quelles retrouvailles. En tout cas, pour moi, c'était des retrouvailles au chaud, où les gens présents, habitués les uns aux autres, entamaient toujours tous les chants avec allégresse, justement. Et ces paroles, je les avais comprises, moi, comme parmi les chants des négresses. C'était des femmes que j'imaginais chaloupant, dansant, bougeant au rythme de la musique. J'étais emporté par la puissance de mon imaginaire, plutôt érotique pour le coup. Je chantais donc, je chantais avec tout mon corps, emporté par une jubilation de me sentir vibrant avec d'autres. J'étais porté, emporté, franchement ailleurs, jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un repas de famille, un de mes frères découvrit les paroles que j'avais mises à mon insu sur ce chant religieux, ce qui le fit éclater de rire, entraînant tout le monde dans un incroyable fou rire que je ne compris d'abord pas. Cette découverte pour eux et pour moi fut suivie de sarcasme et de moquerie, longtemps après, comme un rappel un peu humiliant de ce moment où cette espèce d'arriéré que j'étais avait compris de travers. Tout à coup, j'étais malentendant. Et le fait de ne pas comprendre et d'en être moqué a conduit à des désagréments certains. Il m'est revenu que lorsque j'étais enfant, une des injures préférées et habituelles qu'on se jetait à la figure, lorsque l'autre ne comprenait rien à ce qu'on lui disait, c'était « t'es complètement sourdingue ». Il faut dire que l'étymologie du mot même, sourd, surde, un mot latin, qui signifie susurrer, murmurer, chuchoter, donne aussi les acceptions de médisance, parce que chuchoter justement, et discordant, parce que non compréhensible, et pour arriver finalement au mot absurde. Et c'est vrai que mon chant des négresses, là, avait quelque chose d'absurde. Amira Yacoubi, qui est intervenu ici, et à qui je parlais de ce souvenir, m'avait répliqué que déjà Aristote avait fait le lien entre le manque de parole et un défaut d'intelligence. Et effectivement, dans le corpus philosophique, les sourds, je parle sous le contrôle notamment des philosophes ici, Félix, je pense que je ne me trompe pas, donc dans le corpus philosophique, les sourds ont été évoqués de façon générale comme des sourds-muets, et souvent de façon péjorative. Et pour cause, pour eux, puisque si un être humain ne possède pas le logos permettant d'atteindre la raison, alors il ne peut l'atteindre. Miguel Benaceyac, dans un livre d'André Comte-Sponville qui s'appelle « Sous le signe de la philosophie », qui est le premier ouvrage de philosophie traduit en langue des signes et vendu avec une clé USB, qui est là, qu'on peut commander, c'est assez étonnant, rappelle que la seule réflexion intéressante à ce propos, c'est celle de Spinoza, mais qui porte sur les aveugles, mais qu'on peut étendre aux sourds, à savoir, un aveugle ne manque pas de la vue, mais il est structuré autrement, complet, mais structuré différemment. Et effectivement, je n'ai pas été choqué tout de suite en entendant des remarques glanées ça et là après une des projections du film, lorsque par exemple quelqu'un fit part de ses questionnements, à savoir, est-ce que les sourds peuvent percevoir, exprimer les nuances, les sous-entendus et autres richesses de la langue française, notamment dans la poésie et la philosophie? En quelque sorte, ont-ils accès au concept? Qu'un autre se demandait de quelle manière et en quelle langue les sourds pouvaient bien rêver, et comment, et de quelle façon ils pouvaient penser dans leur tête, alors même que les idées nous viennent sous forme de mots. Cela m'avait d'ailleurs paru de bonnes questions auxquelles il fallait répondre. Mais ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que les sourds, ils parlent avec tout leur corps. Ils réagissent avec leur corps.
Ils ont une présence au monde encore. Comme cette directrice de programme à l'université d'Haïfa qui a saisi que les nuances, les accents, la grammaire apparaissaient de plus en plus finement au fur et à mesure. J'ai perdu la ligne. Ça m'apprendra pas de l'apprendre. Voilà, au plus finement au fur et à mesure que le corps prenait place. D'abord les mains, la tête et enfin le corps dans son entier. Une langue sexy, dynamique, dansante, comme le qualifie Gall, le jeune interprète. Parce que le langage, évidemment, on le sait tous, c'est pas évident, ce n'est évidemment pas que les mots. Il y a le langage du corps, encore, les émotions, tout ce qui permet à l'humain de ne pas rester dans l'angoisse pure, celle que vit le nourrisson lorsqu'il arrive au monde et qu'aucune sensation ne lui est connue. C'est l'autre qui lui propose une représentation à laquelle il peut se référer. Que ce langage soit celui des mots ou celui des corps ne change rien à l'affaire. Claude, il y a des mots. Oui, il y a des mots. En langue des Oui, signes. bien sûr, bien sûr. Non, mais je dis ou celui du corps, justement par ce langage-là, ne change rien à l'affaire et à l'importance que constituent ces premiers moments. C'est pourquoi il y a quand même un sadisme et une cruauté à empêcher les sourds de rentrer dans la vie, dans la rencontre avec l'autre, dans la seule langue possible pour eux, leur langue maternelle. Déby, la jeune femme, le dit, la petite fille le dit à sa mère, à l'école, on nous forçait à vocaliser à grand renfort de bonbons, alors qu'à la maison, on échangeait et on se comprenait parfaitement. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi on veut empêcher que cette langue-là se dise au départ. La langue des signes nous renvoie à de l'archaïque, ce temps où, nourrissons, nous prenions contact avec le monde, avec notre corps. Les élans vers l'autre, les mimiques, les perceptions des bébés sur le visage de l'autre, les secrets qu'ils devinent, tout ceci, nous l'avons vécu. Mais apparemment, nous, les entendants, on l'a perdu rapidement au profit des mots, enfin en tout cas des mots verbaux, devenant ainsi des handicapés, au point qu'il nous faut nous habituer à bouger tout notre corps sans trop d'inhibition. Les sourds, eux, ont apparemment, avec la langue des signes, un rapport au corps plus évident. C'est ce que nous explique cette mère qu'on voit avec sa petite fille, qui revient avec elle sur leurs premiers signes ensemble. Lorsqu'on voit des sourds parler entre eux, c'est un peu comme s'ils nous donnaient à voir l'intérieur, leur intériorité, leurs émotions exacerbées, leur joie, leur peine, leur tristesse ou leur jubilation. C'est tout à fait étonnant. Le film de Nourrit, je trouve, déconstruit justement ces préjugés. Il casse nos représentations et il nous force à nous interroger, à être curieux de ces langues. Pour un psychanalyste, par exemple, la découverte, c'est que le cadre même de la cure est bouleversé, puisque, par définition, la langue des signes exigeant la présence de l'autre en face, on ne peut pas allonger un sourd sur le divan avec le psy derrière. Et je n'y avais jamais pensé. Il paraît qu'il y a des gens, des psys qui mettent des miroirs. Ah oui. Bon, ils font un peu n'importe quoi. Mais il y a des psys en langue des signes. Hein. Oui, bien sûr. Bah, bien Plusieurs sûr. étaient là. Oui, mais ils ne les allongent pas sur le divan. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Cette déconstruction des préjugés dont je parle se construit dans un parcours que l'on découvre pas à pas dans ce film qui porte la signature de Nourrit. Il est signé, comme l'a fait remarquer Chantal Clouard lors de son intervention ici même un soir. On reconnaît ta patte, ton regard. Et pour ceux qui connaissent ton œuvre, il s'ouvre comme souvent sur des fenêtres. Pas sur les fenêtres habituelles, mais sur des fenêtres virtuelles. Celles qui permettent aux sourds d'être en lien intensément. Ces écrans sont de nouvelles fenêtres sur le monde, omniprésents dans le film. Ils leur permettent de franchir toutes les frontières territoriales pour parler avec d'autres que leurs très proches. C'est une révolution pour le monde des sourds que ces écrans qui leur permettent l'accès à de l'autre, quelle que soit la distance des corps. On voit qu'à chaque fois, y compris les acteurs, ne me piquez pas mes feuilles, à chaque fois les acteurs regardent à toutes les interruptions, ils sont tous en train de regarder et de parler avec d'autres très très loin, puisqu'ils ne peuvent l'avoir que par l'image. Heureusement qu'il y a ça. Gall, l'interprète des signes, il montre dans le film la différence qui existe entre la traduction littérale et la langue maternelle, qui est pour lui la véritable langue des signes, qu'ils appellent Fa. Il illustre en signant « partir à la maison ». Et ce geste comme ça, très pur, je trouve, moi, très pur, très, très beau. Et je trouve que ce geste-là, il est illustré par toi, Nourrit, par ton choix des travelling. Peut-être à ton insu, mais j'en suis pas sûr. Notamment, celui qui m'a particulièrement frappé, c'est à Berlin. Je le trouve magnifique. Les graffitis sur le mur de la station, d'autres signes donc, hein. Le train qui s'éloigne, qui rappelle ton film Waterland.
Nous, on voit ce mur qui défile de plus en plus vite. Formidable illustration quand même de ce que nous dit Gall dans un geste étonnant de beauté. Je terminerai en disant que j'ai trouvé ton film lumineux. Bien sûr, il y a le ciel bleu, qui m'a plutôt fait penser au poème d'Éluard. Le ciel est bleu comme une orange. Car c'est un peu ça, un ciel bleu. Comme le mot même décliné en plusieurs langues par Emmanuel Laborie au tout début, en plusieurs langues des signes, donc avec une coloration différente, spécifique à chaque langue, un goût, presque une odeur, bref, quelque chose qui a à voir avec tous nos sens. Ce sont d'autres travelling encore sur la mer, les rivages, et ces images de jeunes qui apprennent à apprendre, avec un professeur qui écrit sur le tableau en hébreu et en arabe, et il paraît que c'est assez rare, ça se fait pas beaucoup, c'est peut-être même interdit. Clin d'œil au conflit israélo-palestinien, comme le choix du village de Kafr Qassem, dont tu rappelles qu'il fut le théâtre d'un massacre. Le lumineux aussi de l'espoir, tous ces jeunes, puissamment dans la vie, comme franchement tous ces sourds que j'ai pu voir réagir avec un enthousiasme incroyable aux séances proposées ici avec une interprète de la langue des signes. Et enfin, j'ai trouvé que tu traitais avec beaucoup de respect et d'affection tes personnages, ce qui rend ton film très émouvant. Je me doute qu'il y a chez les sourds, comme chez les entendants, des canailles, des voleurs, des criminels, des psychopathes, des névrosés, des psychotiques. Mais ceux que tu as choisi de filmer, ils nous donnent à voir un monde plutôt sympathique. Tu le filmes avec délicatesse, les liens et les rapports des gens entre eux, mère-fille, petit-fils, grand-mère, acteurs metteurs en scène, acteurs entre eux, les amoureux de Berlin, les jeunes apprentis traducteurs entre eux et avec les anciens du village. Tu nous montres un monde des sourds très humain, et c'est tout juste, merci, et c'est tout juste, si l'on ne regrette pas de ne pas en faire partie. Et ce qui en ressort, c'est une impression de gaieté, d'entrain et d'enchantement. Les sourds que tu as filmés nous donnent une leçon de vie dont on peut presque être envieux. Et ce retournement, ma chère Nourit, est à mon sens la véritable réussite de ton film. On est dans les remerciements. On est dans les Je vais remerciements. le tenir parce qu'Anna, quand elle parle... En langue des signes. Donc voilà, on ne s'est pas concerté. Hein. Donc on n'a pas su, on n'a pas échangé nos textes. Il y aura des moments où se rencontrent, c'est normal. Donc moi je commence aussi avec un remerciement. Merci de nous avoir ouvert à nouveau une grande fenêtre. Vous m'entendez? Non. Je ne fais pas le son, mais c'est pareil. Là? Oui, Oui, ça c'est bien. pas bouger Non. Alors donc, merci de nous avoir ouvert à nouveau une grande fenêtre avec ton film signé pour voir cette fois-ci et pour entendre le corps qui parle. Tes fenêtres s'ouvrant différemment dans chaque film, tantôt sur un bout de ciel, sur des feuillages, sur des arbres balancés par le vent, ou au fond, on voit parfois la mer, ouvre sur un parcours exceptionnel qui est le tien. Toujours, elles éclairent le visage de la personne qui va parler, et pour moi, à travers elle, à travers le temps, c'est tissé un fil qui nous emmène à penser, à rêver des langues. Aujourd'hui, dans Signé, nous nous retrouvons en quelque sorte aux antipodes du film d'une langue à l'autre, qui était le premier, dans lequel on avait aboli les langues maternelles au profit de l'hébreu. Pour moi, Signé est un retour à la langue maternelle. Ce film m'a fait découvrir qu'il existait des langues de signes. La langue israélienne, le Fa, les langues locales, toutes des langues à part entière, tracées dans l'espace par des mouvements, comme tu dis, des gestes précis. La première chose qui m'a frappé, c'est que l'on entend clairement les bruits des corps et la voix des sourds, un objet inquiétant, étrange. Autant que l'est pour eux notre rapport à la bouche et à la parole. Que voulait dire cette bizarrerie? Je cite, « Toutes ces mimiques des gens autour de moi, leur bouche en cercle, leurs lèvres en curieuse position. » C'est un souvenir d'enfance d'Emmanuel Laborie.
dans son roman « Le cri de la mouette », paru en 2003. Elle raconte ses premiers souvenirs quand elle était sourde. Voilà. Donc, elle était enfant. Oui, non, mais je veux dire, voir les bouches et ne pas comprendre à quoi ça sert, pourquoi il faisait tout ça. Angoissant donc. Il paraît qu'elle a, jusqu'à l'âge de 7 ans, elle n'a jamais su qu'il y a d'autres sourds. C'est ça, oui. C'est un très beau roman d'ailleurs. Son père était là. Oui, je sais, je vais en parler tout de suite. La première chose donc qui m'a frappé, c'était ça, c'était cette angoisse qu'on a les uns avec les autres. Aujourd'hui, enfin, ces langues sont des signes reconnus, sont des langues de signes reconnues de plus en plus. On peut traduire, on peut signer, on peut communiquer par Skype, jouer avec les mots, inventer du théâtre. Le cœur de la langue. Faire des lapsus. Hein? Faire des lapsus. Faire des lapsus, avoir des petits clés comme ça, en langue de signes, pour lire des livres. Donc, le cœur de la langue est un voyage, nous a dit Jacques Laborie, le père d'Emmanuel, qui était venu là l'autre jour. Des accompagnateurs. Moi, je mets des... Donc, des accompagnateurs, comme je viens de dire, exceptionnels, ont déjà commenté ton film. C'est un vrai plaisir de les entendre. On voit mal ce qu'on pourrait ajouter à leurs propos. Qu'est-ce que je peux dire encore? Deux choses m'ont frappé. L'émergence de ces nouvelles langues locales aujourd'hui et la transmission de la langue des signes qui devient alors langue maternelle tout en continuant de se construire. Tu nous montres la grammaire, cette grammaire du corps, qui émane du corps, qui s'exprime par le corps des grands-mères, d'ancêtres qui, à travers tes images, transmettent l'histoire de ces jeunes langues de signes. Une nouvelle langue de signes s'est créée à Kafr-Qassem, village tristement connu comme lieu de massacre, nous a rappelé l'autre jour un intervenant, Chibowski du centre yiddish, je me souviens. Et tu avais alors émis le souhait qu'un jour l'histoire puisse aussi s'écrire avec autre chose différemment. Au centre des sourds donc à Kafr-Qassem, que fréquentent Miyad et Daniel, le couple mixte de sourds venus de Berlin, qui travaillent, on peut voir des petits films montrant des entretiens de sourds qui signent l'histoire des sourds d'autrefois. Bon, c'était en train de dépérir cette langue de sourds, il y avait, elle nous l'a dit, Mihad, des gens mouraient, des gens partaient, ça allait disparaître. Donc on a ces entretiens, leur langue me réjouit, dit Daniel en riant. Je parlerai donc de ce que je sais à mon tour. On est clairement en présence de la création d'un mythe fondateur. Un garçon a fait venir à Kafr-Qassem une femme sourde. Il s'est marié avec elle. Depuis, on s'est étendu, agrandi, avec beaucoup de sourds. On est devenu une grande famille forte. Dans les mythes fondateurs d'une culture, c'est très souvent le héros civilisateur qui vient de loin. Hein, il n'est jamais un local. C'est toujours un étranger qui vient enseigner aux locaux un art ou une science. Vous vous souvenez de Béruse qui parle de Babylone, où il y a un poisson qui est sorti de l'eau et qui est venu enseigner aux gens qui étaient ignares et incultes à écrire, à lire, à écrire, à compter, à chanter. Donc la musique, l'écriture, la science de l'astronomie. Et il est resté assez longtemps, le temps qu'un temple soit fondé. Dans ce temple, il y avait des prêtres qui étaient habillés en poisson et qui enseignaient ces arts et ces sciences jusqu'au moment où il y a pu y avoir une transmission assurée. Et après, le poisson est revenu dans l'eau. Mais comment un poisson peut parler en langue des signes? Là, c'était un autre scénario. Mais il aurait pu parce qu'il n'a pas de main. Donc, tu comprends, c'est une autre culture. Avec son frétille. Voilà, il frétille. Donc, ce mythe fondateur est constituant de l'émergence de la langue de l'humanité. Fondé sur le besoin de trouver des semblables, il nous raconte l'histoire de la langue des sourds qui pouvaient communiquer avec à l'époque avec les entendants en signant. En revisionnant ton film, je me suis donc plongé
dans ces récits d'ancêtres en langue des signes. J'ai vu plusieurs fois. Ces voix inarticulées résonnent en moi. Leurs cris sont gais. Je regarde la vieille femme avec ses copines qui signent en riant. On a les loi, loi, loi. Alors combien de fois elle dit loi, loi, loi. Elle entend les bruits de son corps. Il n'y avait personne à l'époque, il n'y avait personne, il n'y avait pas de juifs, il n'y avait que des cactus. On prenait des hérissons. Et elle rit de tout son cœur en se remémorant le temps de sa jeunesse. Et j'étais si heureuse en regardant ces vieilles copines sourdes que j'ai pu enfin penser à la différence majeure entre les sourds que tu nous montres dans ton film, Nourit, et tous les préjugés que nous pouvons avoir de notre côté sur cette réalité. Il y a de la joie dans cette jeune langue locale, comme tu l'as dit, hein, Claude. Il y a du plaisir, il y a de la connivence entre les corps qui signent. J'ai vu petite que les sourds se réunissaient au mariage, nous dit Michad. Ils signaient ensemble, c'était joyeux. Les entendants pouvaient les comprendre, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Gaor, l'interprète, raconte comment il écoutait petit, comme c'est quelque chose qu'on a tous fait. Hein. Il écoutait enfant les bruits de ses parents, grands-parents et de leurs amis qui signaient réunis dans le salon. Donc c'était des bruits du corps qui signaient. Il était curieux de savoir ce qui pouvaient se dire ensemble. Cette connivence, cette joie qui s'exprime dans la scène entre Déby, la mère sourde, et sa petite fille Agar, qui demande quel a été son premier mot signé, me laisse méduser. C'est un hymne dans la langue maternelle. Tous les accompagnateurs ont beaucoup discuté précédemment ce geste de traire la vache, hein, que fait la petite alors qu'elle ne connaît pas les vaches, elle ne sait pas ce que c'est traire. Et bébé en 10 mois, elle fait ce geste-là. Hein, voilà, c'est pour dire lait. Moi, je crois qu'il me semble tout aussi inédit de remarquer la tendresse entre elles, entre le père aussi qui apprend à son bébé tout petit à signer, les questions de la fillette à la maman, qu'est-ce que j'ai encore dit de drôle? Tu te souviens? Et mon frère, est-ce qu'il a... Non, mon frère, il a parlé plus tard. Je remarque donc cette douceur dans la transmission, et la mère dit, je tiens à transmettre la langue des signes. Ma langue maternelle, que ma mère m'a appris, je tiens à la transmettre à mes enfants. Et voilà quelque chose que plusieurs de nos parents n'ont pas fait. Et voilà quelque chose que plusieurs de nos parents n'ont pas fait, n'ont pas pu faire. Ils nous ont renié sciemment, ou inconsciemment, cette transmission de leur histoire et de leur langue. Je croyais être dans une langue du paradis en regardant cette mère et la fillette. C'est donc possible. J'ai une petite nièce âgée d'1 an à Londres qui ne parle pas encore et à qui on apprend à côté de la crèche chaque semaine pendant 45 minutes des signes de certains mots comme boire, dormir, manger, maman, papa, chat, jouer. Je crois que ça lui plaît beaucoup de les utiliser. Elle aime jouer avec. Dans ton film, j'étais étonnée de voir que ces langues ne sont pas du tout autoritaires. Voilà, c'était ça là où je voulais venir. Il n'y a pas une seule tonalité autoritaire, pas une réprimande dans tout le film, d'adulte vers l'enfant, d'adulte à adulte, de vieux au plus jeune. Et c'est une question à laquelle je voudrais que tu me répondes à la fin. Est-ce un choix que tu as fait? Et est-ce lié à cette proximité du regard et des corps? Quelle est ton impression, toi, qui les a bien connus, ce manque d'autorité? Après, la légende dit que Homère était aveugle. Il composait dans la vraie oralité, loin de toute écriture. Les philologues ont longtemps pensé à l'oralité du chant qui se transmet de bouche à oreille pendant des siècles. Au XIXe siècle et au XXe, des ethnologues partaient à la recherche d'informateurs aveugles afin d'avoir à disposition des récits purement oraux. Aujourd'hui, tu nous montres l'importance du regard sur les corps. Le rapport de bouche à oreille est absent dans ces langues de signes. On y trouve le geste et l'image. Mais surtout,
je découvre la connivence des corps dans le regard de l'autre, hein, de celui qui n'a pas accès à l'écoute. Tu nous montres comment l'on devient sujet de son histoire sans passer par le bouche à oreille. Une grande fenêtre que tu viens d'ouvrir, chère Maureen. Oui, c'est vrai. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, est-ce que Radmila sort pour l'entrée des artistes parce que je ne l'ai pas vu. Oh, Oui, oui, elle a fait la star. attends. Elle a fait la star. Attends.